Le gars dont je vais vous parler aujourd'hui a eu une vie totalement incroyable. Son histoire, c'est celle d'un criminel devenu flic, puis détective privé dans le Paris du 19e siècle. Vous avez sans doute déjà entendu son nom, que ce soit à la télé, au cinéma ou dans des romans. Sa vie a inspiré Balzac ou encore Victor Hugo, il est considéré comme le père de la criminologie moderne, bref, on va voir qui était Vidocq. Eugène François Vidocq naît le 24 juillet 1775 à Arras, dans le nord de la France. Il est le troisième sur 7 enfants de Nicolas Joseph François Vidocq et de Henriette Françoise Vidocq. Oui, apparemment les noms à rallonge cette famille. Son père est boulanger, mais pas un petit boulanger comme un autre. Son entreprise est prospère et la famille Vidocq réussit à très bien vivre grâce à ses revenus. On peut même dire qu'ils font partie de la petite bourgeoisie. Quand il grandit, alors qu'il a environ 10 ans, il se vante déjà d'être la terreur des enfants du quartier. Et c'est à cet âge-là qu'il commence ses premiers délits. Et ses premiers vols se font sur, sa propre famille. À l'adolescence, il n'hésite pas à aller se servir dans la caisse de son père pour aller se saouler dans les bars d'Arras. Mais bon, au bout d'un moment, son père le surprend et fait changer la serrure du coffre de la boutique. Mais Vidocq fils ne lâche rien pour autant, il se met ensuite à voler les couverts en argent de ses parents pour pouvoir financer ses soirées dans les bars. Ce n'est qu'un adolescent, mais sa taille, il était beaucoup plus grand que tous les garçons de son âge, vont lui permettre de devenir le véritable caïd de son quartier. Mais ses vols et les récits des nombreuses bagarres dans lesquelles il se retrouve impliqué finissent évidemment par remonter jusqu'aux oreilles de son père. Il prend alors comme décision d'envoyer son fils à la prison des Baudets, un lieu spécialisé pour les jeunes délinquants. Ce passage en prison avait pour but de le faire réfléchir et le faire mûrir, mais il va se passer tout le contraire. Et il sort de prison avec un seul objectif: faire un gros coup pour pouvoir s'enfuir le plus loin possible de sa famille. Bon, par gros coup, n'entendez pas un braquage de banque, rappelle qu'il n'a que 16 ans. Avec un ami à lui, il cambriole la boulangerie de son père et vole 2000 francs, une jolie somme pour l'époque, qu'ils se partagent en deux avant de se séparer. Et Vidocq sait quoi faire de tout cet argent. Il veut partir en Amérique. Sauf que manque de chance pour lui, en allant pour embarquer sur un navire, il se fait racketter et perd tout son argent. Commence alors pour lui une période délicate de sa vie. À la rue et sans un sou, Vidocq tente de survivre et rejoint pour cela une troupe de cirque et travaille pour un acrobate du nom de Coste-Commu. Mais il n'est pas bien traité du tout, il est chargé des sales besognes, bon en gros il nettoie les cages des singes, il n'est pas payé et reçoit en nourriture que des restes. Tout ça, ça l'ennuie énormément, alors il décide de quitter cette vie de misère et de retourner à Arras. Son père le pardonne et tout semble rentrer dans l'ordre, mais au même moment la France traverse une période de trouble, la Révolution française. On est alors en 1791 et la France se retrouve en guerre contre à peu près toutes les grandes monarchies européennes. C'est ce que l'on appelle la guerre de la première coalition. Vidocq choisit de s'engager dans l'armée et participe à quelques batailles, notamment celle de Valmy le 20 septembre 1792. Il affronte les Prussiens, les Autrichiens, ainsi que l'armée des émigrés, le nom donné à certains monarchistes qui avaient fui la France avant de revenir pour combattre les révolutionnaires. La bataille de Valmy, c'est l'une des batailles les plus importantes pour la France dans cette guerre, puisque c'est la première véritable victoire des Français pendant les guerres de la Révolution. Vidocq est promu grenadier, on le surnomme le téméraire, et après la vie de saltimbanque, l'armée était peut-être le cadre qui lui manquait. En fait non, son tempérament le rattrape, et il fait la bêtise de frapper un officier. Et la crainte d'un jugement en cour martiale fait qu'il décide de déserter. Il déserte et en plus de ça trahit son pays puisqu'il rejoint un groupe de cuirassiers adverses. Mais là aussi ça se passe mal et il est obligé à nouveau de fuir. Et pour aller où? Eh bien il retourne du côté des Français, même après sa désertion, et rejoint sous une fausse identité le 11e régiment de chasseurs à cheval. Évidemment on découvre rapidement sa véritable identité et sa désertion est révélée. Et alors qu'un jugement et certainement une condamnation à mort l'attendent, son capitaine parvient à intervenir et réussit à le faire pardonner. Mais peu après il reçoit une balle à la jambe et il est à nouveau obligé de quitter l'armée. Cette fois-ci, il rentre à Arras. Là-bas, il rencontre une certaine Marie-Anne-Louise Chevalier et ensemble, ils se marient la même année, en 1794. Et il n'a alors que 18 ans. Normalement, aujourd'hui, à 18 ans, on passe le bac et c'est tout. Lui, il était déjà saltimbanque, voleur, cambrioleur, soldat. Il avait travaillé dans un cirque et était même déjà marié. Et ça, c'est que le début. Son mariage ne tient pas et il se sépare rapidement après qu'elle lui ait fait croire qu'elle était enceinte.
Tout ça pour précipiter le mariage. Vidocq se venge alors en volant toutes les économies de sa femme avant de s'enfuir et de retourner à sa vie de malfrat. À partir de là, sa vie se partage entre Paris et le nord de la France, où il est régulièrement signalé pour des affaires de vol et d'escroquerie. Jusqu'à ce que lors d'une rixe, il blesse un militaire. Il se retrouve alors condamné à 3 mois de prison. Dans sa cellule, il va avoir une idée pas très intelligente. Pour rendre service à l'un de ses codétenus, il rédige un faux document de libération. Mais évidemment, il est pris en flagrant délit. Pour lui, c'est la connerie de trop, et la sentence va être sévère. Le 27 décembre 1796, il est condamné à 8 ans de bagne, donc de travaux forcés. C'est pendant cette détention qu'il apprend notamment la savate, un équivalent de la boxe made in France, qui lui sera très utile par la suite. Mais vous commencez à connaître le personnage de Vidocq. Pour lui, c'est impossible de se résigner à 8 ans de bagne. Il tente de s'échapper, et même si ses premières tentatives se soldent toutes par des échecs, en 1798, à Brest, il parvient à se procurer des habits de marin et réussit à tromper les gardes qui, sans s'en rendre compte, laissent s'enfuir Vidocq. Car faut savoir que Vidocq est aussi connu pour être très doué dans l'art du déguisement. Il va alors ensuite s'écouler plusieurs années où Vidocq alterne entre détention et liberté. Faut pas oublier qu'après sa fuite de Brest, il est activement recherché. Et un an après son évasion, il est de nouveau arrêté, puis envoyé à Toulon où il parvient une nouvelle fois à s'enfuir. Mais il est de nouveau arrêté peu après, puis il s'échappe à nouveau, puis est de nouveau arrêté, et ainsi de suite jusqu'en 1809 où il se rend compte qu'il ne pourra pas jouer au chat et à la souris toute sa vie. Il a alors une idée assez culottée. Pour éviter de retourner au bagne, il propose de devenir indique. Et le chef de la préfecture de police de Paris accepte contre toute attente qu'il entre à son service. Il va alors jouer le rôle d'indique dans les prisons, une tâche assez aisée pour lui étant donné sa forte capacité de persuasion, c'est un très bon menteur, un manipulateur, et il est aussi très apprécié dans les milieux malfamés. Et crée ce que l'on appelle la brigade de sûreté. Vidocq en devient le chef officieusement et s'entoure d'autres malfrats, pour la plupart des voleurs ou des meurtriers, et s'en sert pour qu'ils lui rapportent de précieuses informations. Vidocq établit son quartier général rue Saint-Antoine à Paris, où il est financé par des fonds secrets et s'entoure en grande partie d'anciens détenus comme lui. Ils vont alors mener des tas d'arrestations, parfois spectaculaires. Lors de ces 2 premières années, il arrête environ 800 criminels, allant du simple voleur au meurtrier en passant par des escrocs et même de grands noms de la pègre. Il est reconnu pour ses méthodes peu orthodoxes, voire même parfois carrément violentes, mais très efficaces. Bon, en gros, il n'hésite pas à réutiliser ses techniques de savate qu'il avait appris en prison pour faire parler les suspects. Vidocq est un excellent physionomiste, c'est-à-dire qu'il est capable d'immédiatement reconnaître un visage qu'il a déjà croisé, même si ce dernier essaye de se cacher. Son goût pour le déguisement le fait aussi se détacher de la police traditionnelle, très attaché à l'uniforme. Vidocq et ses agents œuvrent à lutter contre la criminalité grandissante à Paris. On est alors en plein dans la période de la révolution industrielle, et avant la criminalité se cantonnait dans les campagnes. Mais avec l'industrialisation, de plus en plus de personnes désertent les campagnes pour s'installer dans les grandes villes, dont Paris, et évidemment les criminels se déplacent également vers les villes. Napoléon avait dès 1800 grandement réformé la façon dont on luttait contre la criminalité. Sous l'Ancien Régime, il n'y avait d'ailleurs pas de police à proprement parler. Mais c'est sous Napoléon que naissent de véritables brigades policières, avec tout un rôle bien particulier. Certaines sont chargées de simplement maintenir l'ordre dans les rues, d'autres d'enquêter sur des affaires de meurtre, ou même encore d'empêcher des attentats contre des politiques. Et c'est dans ce contexte que la brigade de Vidocq s'affranchit de cette hiérarchie. Ces méthodes révolutionnent la criminologie et font de Vidocq un personnage iconique de la capitale. Et il est même gracié en 1818 par le roi Louis XVIII, parce qu'il était techniquement toujours recherché pour s'être enfui du bagne. En 1820, il se marie une seconde fois, mais là encore ça va être de courte durée, parce que sa femme meurt 4 ans après leur mariage. À Paris, tout le monde a déjà entendu parler de Vidocq, que ce soit en bien ou en mal, et l'ancien bagnard se retrouve alors souvent invité dans des soirées prestigieuses, et se lie d'amitié avec de grands noms de la littérature française, comme Honoré de Balzac ou Victor Hugo. Pourtant, la chance va tourner pour Vidocq. Malgré son efficacité certaine, il fait de l'ombre à la police officielle, les politiciens le détestent, et la pègre veut sa mort. Et l'arrivée d'un nouveau préfet de police va être un coup de massue pour les activités de Vidocq. Ce dernier s'oppose totalement à ces pratiques. Vidocq se sent menacé de toutes parts, et sous la pression, il est obligé de démissionner en 1827.
Il fonde ensuite une petite entreprise dans le papier, mais très vite il a envie de reprendre ses enquêtes. Il est alors de retour dans la brigade de sûreté, mais ce passage ne dure que 7 mois, car le nouveau préfet souhaite moraliser ses agents. Et comme Vidocq reste un ancien criminel, il est obligé à nouveau de démissionner. Il se marie une 3e fois, avec cette fois l'une de ses cousines, et il profite de cette période de répit pour commencer à écrire ses mémoires. En 1833, il fonde alors le Bureau de renseignement pour le commerce, qui n'est ni plus ni moins que la première agence de détectives privée au monde. Rapidement, son agence attire des milliers de clients et s'occupe d'affaires très variées, allant de la simple affaire de femmes infidèles à la revente d'informations confidentielles. Car Vidocq réutilise en effet bon nombre d'informations acquises lorsqu'il était au service de l'État. Alors par contre, il ne faut pas s'imaginer un truc à la Sherlock Holmes. C'était pas un génie doué d'un instinct qui lui fait résoudre n'importe quelle enquête, c'était plutôt quelqu'un de très pragmatique, doué dans l'art du faux, en falsification de documents, en mensonges, en déguisement, bref, il était très doué là-dedans. Mais évidemment, cela ne plaît pas à tout le monde, et Vidocq s'attire rapidement des ennuis, notamment auprès de la police parisienne. Même si au début l'agence était très prospère, en 1837, elle va rapidement décliner, lorsque le préfet de police ordonne un raid dans l'agence de Vidocq où ce dernier est arrêté. Il est accusé de fraude et d'arrestation illégale, mais est finalement relâché au bout de 11 mois. Il a alors 67 ans et il est de nouveau sans un sou. Pendant ces dernières années, il va continuer de résoudre quelques affaires en freelance. Et après la mort de sa 3e femme, il se trouve une nouvelle maîtresse bien plus jeune que lui. En fait, il lui fait miroiter un héritage colossal alors que Vidocq n'a presque plus rien. Il continue un peu ses enquêtes, part un temps en Angleterre pour y donner des conférences, mais il n'arrive pas à se refaire. Et il meurt finalement chez lui à Paris, le 11 mai 1857, à 81 ans. Sa vie est digne d'un film, et c'est pas pour rien que même durant son vivant, il inspire déjà la fiction. Son ami Balzac s'inspire de lui pour créer Vautrin, un personnage de la comédie humaine. Il inspire également Victor Hugo pour les personnages de Javert et de Jean Valjean. Et par la suite, son héritage continue puisque sa vie est adaptée dans de nombreux films dès 1909, et jusqu'à encore très récemment. Il est vu aussi comme le précurseur des romans policiers. Avec ses mémoires, entre ses enquêtes, ses intrigues, l'ambiance, les problèmes conjugaux, etc., toute sa vie était digne d'une fiction. Et d'ailleurs, il est important de noter que, connaissant le bonhomme, il est très probable que dans ses mémoires, lorsqu'il parle de sa jeunesse notamment, il ait exagéré beaucoup de choses. Faut pas oublier que c'était un expert dans l'art du mensonge. Et bien sûr, son héritage se retrouve aussi dans le milieu policier. Vidocq est considéré aujourd'hui comme le père de la criminologie moderne et fait partie des premiers à avoir mis en place des techniques d'identification et de recoupage d'informations, encore utilisées aujourd'hui lors d'enquêtes. Son héritage dans le milieu policier se trouve aussi aux États-Unis, avec la création en 1990 de la Vidocq Society, où tous les mois, à Philadelphie, des passionnés, et parfois aussi d'anciens enquêteurs, se réunissent pour réfléchir autour de cold case, des affaires non résolues depuis plusieurs années. Vidocq reste ce genre de personnes totalement atypiques, qui ont eu 1000 vies et qui ont réussi à marquer leur époque. Car il est difficile en effet d'imaginer un Paris post-Empire sans Vidocq. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, au commentaire, à vous abonner, à souscrire à la chaîne si vous voulez. Allez me suivre sur Twitter, encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.